Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'examen puis l'adoption d'une des ordonnances réformant le Code du travail. Les sénateurs ont adopté, ils ont ratifié mercredi les 5 ordonnances sur le renforcement du dialogue social. Le Sénat a facilement ratifié ces ordonnances. La Commission des affaires sociales approuvant résolument la philosophie de cette réforme qui s'inscrit dans la lignée des travaux conduits par la majorité sénatoriale depuis 2014. C'est ce qu'a rappelé le président de la Commission des affaires sociales, le sénateur Les Républicains Alain Milon. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, elle, a défendu les principales mesures, notamment l'inversion de la hiérarchie des normes, le plafond des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentant le personnel, ainsi que les ruptures conventionnelles collectives. Aujourd'hui, je vous propose justement de suivre l'examen de l'ordonnance sur la fusion des instances représentatives du personnel, et ce, malgré, vous allez l'entendre, l'opposition de la gauche qui parle, elle, de régression sociale. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement 97 au sein de l'article 4. C'est M. Touraine qui le présente. Oui, Monsieur le Président, merci. Il s'agit là de prendre en compte la situation des petites entreprises de 11 à 20 salariés. Les organisations syndicales sont invitées par l'employeur à négocier le protocole d'accord préélectoral pour l'organisation des élections des membres du CSE. Mais pour ces petites entreprises, entre 11 et 20 salariés, cette invitation est conditionnée au fait qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours. Par cette disposition, l'implantation syndicale dans les petites entreprises est rendue plus difficile. En effet, l'entrée des organisations syndicales dans les PME se faisait traditionnellement à l'occasion de la négociation des protocoles préélectoraux. Avec ce nouveau texte, les organisations syndicales n'auront plus à être averties de l'organisation d'élections, sauf dans le cas improbable où un salarié se soit porté candidat avant toute négociation d'un protocole, avec les risques que cela comporte. C'est pourquoi nous vous proposons la suppression de cet alinéa. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. C'est un avis défavorable afin de limiter, Monsieur Touraine le sait bien, les rigidités et d'assouplir le formalisme des obligations qui pèsent sur les petites PME. L'ordonnance a prévu qu'un employeur de moins de 21 salariés ne doit enclencher le processus de négociation d'un protocole d'accord préélectoral, c'est-à-dire inviter les organisations syndicales représentatives localement dans la branche ou au niveau national à y participer, que si l'un de ces salariés a fait état de sa volonté d'être candidat aux prochaines élections professionnelles. Cette mesure n'a pas pour but d'empêcher ces élections de se tenir, mais bien d'éviter à un employeur qui veut avant tout se consacrer au développement de son entreprise, de gaspiller du temps, de gaspiller des ressources dans un processus voué à aboutir à un procès-verbal de carence. Il faut au contraire saluer le fait que le gouvernement a sur ce point tenu compte des contraintes qui pèsent sur les plus petites entreprises et conservé cette mesure. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, avis défavorable pour les mêmes raisons. Je crois que le but est de permettre un dialogue social efficace dans les entreprises, mais en étant très pragmatique sur la situation réelle des entreprises. Aujourd'hui, le très fort taux de carence est 80%. Et aujourd'hui, les élections sont organisées en pure perte. Souvent, les salariés eux-mêmes ne comprennent pas ce principe d'élection formelle dans des entreprises de moins de 20 salariés et qui n'apportent rien finalement. Donc, même du point de vue des organisations syndicales, ce n'était pas un sujet pour elles essentiel, puisque de toute façon, ça fait 20 ans qu'on essaye sous cette forme-là et que ça ne fonctionne pas. Donc, je crois que là-dessus, il faut rester sur l'esprit des ordonnances. Je pense que le plus important dans un texte, pour qu'il soit efficace, c'est sa cohérence. Et donc, en termes de cohérence, le gouvernement aura un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Il n'y a pas d'explication de vote. Je peux mettre aux voix l'amendement 97 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre?
Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 185 de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, il s'agit en fait de dispenser l'employeur d'avoir à organiser des élections professionnelles partielles si l'élection de membres du CSE a été annulée par le juge en raison du non-respect par les organisations syndicales de l'obligation de respecter la proportion de femmes et d'hommes dans l'entreprise dans leur liste. Cette disposition a été introduite par le Sénat dans la loi Rebsamen de 2015. Il convient donc de la rétablir. Merci. Madame la ministre. Même avis que le rapporteur, Monsieur le Président. Avis favorable. Donc je mets aux voix l'amendement 185 avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 98 présenté par Monsieur Touraine. Oui, il s'agit de la condition émise pour être électeur dans une entreprise et devenir délégué du CSE, devenir éligible et électeur. Or, il est indiqué qu'il faut être dans l'entreprise pendant 12 mois consécutifs. Or, de plus en plus de salariés sont utilisés en CDD dans les entreprises et ils se trouvent de ce fait exclus de la marge de l'entreprise, alors que l'employeur, lui, a tendance à considérer que ce sont des personnels qu'il emploie de façon régulière et qu'ils font un peu partie de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il vous est proposé de modifier l'article en disant, en insérant les mots « continue » ou « discontinue ». Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur cet amendement 98. Oui, je vais répondre sur l'amendement, pas sur ce qu'a expliqué M. Touraine, qui n'est pas directement lié à l'amendement. Les salariés mis à disposition d'une autre entreprise, c'est-à-dire les sous-traitants ou prestataires, peuvent voter aux élections professionnelles de l'entreprise au sein de laquelle ils exercent leur activité après au moins 12 mois consécutifs de présence. Non, l'amendement 98. Contrairement à plusieurs de leurs amendements précédents, les auteurs de cet amendement 98 souhaitent donc que cette réforme ne se fasse pas à droit constant, puisqu'ils proposent que ces salariés mis à disposition soient électeurs après 12 mois de présence continue ou discontinue dans l'entreprise. Or, jusqu'à présent, aussi bien pour les délégués du personnel que pour le comité d'entreprise, c'était bien une durée de 12 mois continue qui était requise. En quoi cette condition serait-elle plus excessive et manipulable aujourd'hui que par le passé? Je ne sais pas, surtout que les gouvernements précédents n'ont jamais cherché à modifier, dans les nombreux textes qu'ils nous ont présentés sur le dialogue social, cette clause. Donc c'est un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, moi je voudrais reprendre, je vais répondre au fond à M. Touraine. Il y a deux sujets. Pour moi, il y a un sujet qui est la représentativité salariée et puis il y a un autre sujet qui est la prise en compte de la situation des CDD dans l'entreprise. Sur la représentation des salariés, il y a 85% de contrats à durée indéterminée dans les entreprises et les partenaires sociaux, je le comprends, sont très attachés à ce que ceux qui représentent les autres salariés les représentent valablement. C'est la perception des salariés. Donc s'ils ont une connaissance récente de l'entreprise, ils ne sont pas forcément considérés comme représentatifs. En revanche, où là, vous pointez un sujet qui est vrai, il y a 15% des emplois qui sont des emplois intérimaires, CDD, etc. Donc la personne physique, elle va passer de façon temporaire dans l'entreprise, mais le fait des conditions, par exemple pour les CDD, est une vraie question dans l'entreprise. C'est pour ça que nous avons souhaité dans les ordonnances mettre dans les nouvelles compétences des accords de branche la possibilité de négocier sur la gestion de la qualité de l'emploi et notamment des CDD. Donc oui, il faut prendre en compte le fait qu'il y a, selon les entreprises, 10 à 15% d'emplois temporaires pour en tenir compte dans le débat social, dans la discussion sociale. Par contre, en termes de représentation des salariés, avec les partenaires sociaux, nous souhaitons rester sur ce qui a toujours été le cas, la représentation par des gens qui connaissent bien l'entreprise et sont connus de leurs collègues et donc les représentent valablement. Pour ces raisons, je donnerai un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Il n'y a pas d'explication de vote. Donc je mets aux voix l'amendement 98 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 159, Madame Schillinger. Oui, l'article
2314-33 dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1386 limite le nombre de mandats successifs à 3, soit un maximum de 12 ans avec des mandats d'une durée de 4 ans. Les mandats des élus n'ayant pas nécessairement une durée de 4 ans, il convient de prévoir dans la loi le principe d'une durée totale maximale de 12 ans. Ainsi, ce n'est pas tant le nombre de mandats que la durée totale pendant laquelle le salarié a exercé un mandat qui importe. Merci, chers collègues. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, cet amendement présenté par Madame Fillinger vise en fait à renverser la logique de la limitation dans le temps du nombre de mandats des représentants du personnel que la loi d'habilitation a fixé à mon initiative, à l'initiative de la Commission, à 3. Il ne s'agirait donc plus justement de fixer cette limite à 3 mandats consécutifs, mais à 12 ans. Or, si la durée de droit commun des mandats est de 4 ans, il est possible, par accord, de fixer une durée plus courte. Ainsi, dans une entreprise où la durée des mandats serait de 2 ans, les élus pourraient effectuer ainsi 6 mandats. C'est tout à fait contraire à la loi d'habilitation et à l'esprit de cette réforme. Qui plus est, cet amendement réintroduit la possibilité pour les entreprises de s'affranchir de l'application de cette limitation par accord collectif que nous avons supprimé en commission. La commission a donc émis un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je suis favorable à cet amendement, donc défavorable au point de vue de la Commission. Pourquoi ? L'esprit de ce que vous avez approuvé dans la loi d'habilitation et ce que nous souhaitons faire, c'est une limitation dans le temps des mandats, sauf pour les délégués syndicaux. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la démarche aussi que des élus, du personnel et des représentants syndicaux puissent avoir aussi une carrière dans l'entreprise. La contrepartie de ça, c'est effectivement tous les efforts qui vont être faits pour la reconnaissance de leurs compétences, leur formation, pour qu'ils puissent reprendre un métier. Quel est le but ? C'est aussi une demande assez forte dans les entreprises, qu'il n'y ait pas, entre guillemets, qu'ils ne soient pas représentés que par des professionnels de la vie, excusez-moi, mais par des gens qui vivent les évolutions de l'entreprise du point de vue de leur métier de la même façon que leurs collègues. Mais on ne peut pas infliger la double peine. Et dans ce sens-là, il est vrai qu'au départ, on avait pensé à 3 mandats parce que la moyenne est plus élevée. Et ce sont les organisations syndicales qui, à juste titre, nous ont fait valoir que dans certaines entreprises, les mandats sont de 2 ou 3 ans. Pour le coup, quand on a pensé aux 3 mandats, on pensait 3 x 4 égale 12. Et donc, pour nous, c'est important de pouvoir rester sur une logique de 3 mandats ou 12 ans, ce qui, dans les 2 cas, dit à peu près la même chose, de bien faire des contreparties sur la formation, la compétence, la carrière des élus, car je pense que et le dialogue social et les entreprises se bénéficieront de gens qui s'engagent à fond pendant quelques années, mais qui aussi peuvent avoir une perspective de futur. Et je trouve que être pour le coup un petit peu formaliste, monsieur le rapporteur, vous me le permettrez, qui n'est pas votre habitude, c'est un petit peu excessif dans ce cas-là. Donc, je sais que vous ne pouvez pas faire un retrait, mais enfin bon, sinon je vous y inviterais bien. Et donc personnellement, je suis au nom du gouvernement tout à fait favorable à cet amendement. Merci, madame la ministre. Monsieur Bourquin, pour explication de vote. Oui, je suis un peu surpris par ce débat. On a l'impression que les délégués syndicaux font une carrière. On croit rêver. Dans combien d'endroits on ne trouve pas de militants syndicaux? Dans combien d'endroits les militants syndicaux, lorsqu'ils s'engagent, ont eu des problèmes de carrière, sont venus parfois devant des tribunaux pour faire reconnaître ce qu'ils avaient perdu en émolument. Parfois, il y a eu des jugements qui redonnent des dizaines de milliers d'euros à ces militants. Et là, on voudrait, et lorsqu'on parlait hier des questions notamment de CHSCT, sont des militants qui ont une connaissance très fine des questions des conditions de travail. Pourquoi vouloir leur limiter ça dans le temps? S'ils le veulent poursuivre, on dirait qu'il y a un foisonnement de militants syndicaux qui veulent faire carrière. C'est pas ça du tout. Être militant syndical dans une entreprise, c'est très difficile. Je l'ai été, hein. C'est très difficile. Parce que sa carrière en prend un coup.
Parfois, son salaire en prend un coup. Et on parle de 20 heures par mois. On parle de 20 heures par mois. Or, pourquoi cette limitation? Cette limitation dans les ordonnances est une erreur et inévitablement, ça apportera un coup très dur aux organisations syndicales. Je trouve que ce débat-là est complètement surréaliste. Au contraire, je pense qu'on a intérêt à avoir des militants syndicaux formés, des militants syndicaux qui puissent aussi, dans la durée, en faisant bien leur travail, continuer à l'être et à défendre les intérêts matériels et moraux des salariés. J'ai l'impression qu'on est à des années-lumière du véritable débat. Si les organisations syndicales n'ont pas le poids qu'elles devraient avoir, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'engagent dans la vie syndicale. C'est pour cela que je ne comprends pas du tout ces ordonnances concernant cette limitation. Et je comprends Patricia Schillinger qui aujourd'hui a certainement eu, parce qu'il y a des grandes entreprises qui sont vers elle et qui ont dit « c'est pas assez ». Et que va-t-on faire? Voilà, on est sur un débat qui risque d'affaiblir durablement les organisations syndicales. Monsieur Lévrier, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots pour dire que Madame la Ministre et vous, mon cher confrère, avez dit à peu près la même chose. Finalement, quand on dit faire carrière, c'est pas faire carrière dans le monde syndical, je ne pense pas. C'est le risque, quelque part, quand on s'implique complètement en délégué syndical dans le travail syndical de l'entreprise, de perdre le lien, parce qu'on s'occupe des autres salariés, etc., de perdre le lien avec son travail et le risque de ne plus y arriver après. Donc la possibilité, je finis, non c'est 20 heures mais c'est parfois plus quand on prend du temps, qu'on se donne complètement et on prend du recul. Je trouve très intéressant de parler de 12 ans et non pas de 3 mandats, grâce ou à cause de ça. Donc les deux propos se ressemblent. Donc bien sûr, nous voterons. Chers collègues, Monsieur Grand pour explication de vote. Oui, Madame le Ministre, je me permets de vous demander, est-ce qu'on est en train de débuter là le futur débat sur la réforme constitutionnelle? Parce que, effectivement, nous sommes à peu près sur les mêmes principes. C'est-à-dire, finalement, on touche à la liberté des élus, car les délégués syndicaux sont des élus. Moi, je suis gaulliste. Et la liberté syndicale, c'est dans nos gènes. Depuis la libération, pas moi, je n'y étais pas, rassurez-vous. Donc je me pose quand même une question sur cette affaire. Je me demande si là, on ne va pas trop loin. Est-ce que demain, on va, dans la réforme institutionnelle, mettre des barrières aussi aux reconductions ministérielles? Est-ce qu'on va, dans le temps, est-ce qu'on va aussi mettre une barrière au temps des secrétaires généraux, des syndicats, dont certains sont restés longtemps et qui n'entreraient pas dans le cadre? Est-ce que c'est plus dangereux d'avoir un secrétaire général de syndicat qui reste 15 ans ou un délégué syndical dans une entreprise qui reste pas trop longtemps? Est-ce que ce n'est pas là une demande peut-être du MEDEF de vouloir changer un petit peu les têtes quand les élections ne leur conviennent pas? Peut-être qu'on s'étonne que je dise cela à partir de ces bancs-là, mais pour moi, il y a des moments où, quels que soient les bancs, il faut savoir s'exprimer avec le cœur et une responsabilité qui est la nôtre et celle d'élus locaux qui connaissent parfaitement le problème et qui demain vont connaître de graves difficultés en ne pouvant pas cumuler sur un certain nombre d'années de mandat, parce que madame, là aussi, on touchera, vous le verrez, au cœur de la démocratie, parce que dans les plus petits villages, dans les plus petites communes, les élus finalement abandonneront et ils auront peut-être raison. Merci. Merci, chers collègues. Madame Taillé-Polian, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'adhère à une certaine partie de ce que vous avez dit, mais je pense qu'il y a quand même une différence importante entre les mandats syndicaux et les mandats politiques. Mais en tout cas, sur ce qui concerne les mandats syndicaux, effectivement, je crois qu'on est dans une situation où on serait plutôt en situation d'encourager l'engagement syndical et l'engagement au service des autres personnels dans les entreprises. Et moi, je m'inquiète beaucoup de l'après. Parce que quand même, quand on est élu dans un CE, dans un CHSCT, quand on représente le personnel, on a des droits, on est un peu salarié protégé, même pas qu'un peu. Et moi, je crains que
quand on arrive au bout du mandat auquel on ne pourra plus se représenter, eh bien, il y a un certain nombre de pressions qui puissent s'exercer et que la liberté syndicale là soit entravée. Aussi, je suis relativement inquiète par rapport à cela et je vous demande, Madame la Ministre, quelles garanties pouvez-vous apporter pour que la limitation de ce cumul dans le temps ne vienne pas là fragiliser les représentants syndicaux, surtout lorsqu'ils arrivent au bout du nombre d'années. C'est une question très importante à mon sens. Merci, chers collègues. Monsieur Touraine, pour explication de vote. Oui, j'ai bien entendu Monsieur Grant et je partage la quasi-totalité de son propos, sauf une partie qui laisse entendre, et parce que ce n'est pas la première fois non plus que la remarque a été faite, consiste à dire qu'il n'y a pas de raison que pour les délégués syndicaux, il n'y ait pas une limitation du nombre de mandats, puisqu'on nous impose à nous, élus politiques, d'être limités. Moi, je ne voudrais pas que l'amertume qui est la nôtre et qui transparaît dans ces propos nous fasse subir à d'autres ce que nous regrettons. Je trouve que ça ne nous grandirait pas et ce ne serait pas très noble. Donc ce n'est pas une raison, me semble-t-il, à invoquer pour justifier de la limitation des mandats. Deuxième observation, j'ai bien entendu aussi que vous laissez entendre dans votre grande bonté que la limitation des mandats, c'est plutôt pour eux. C'est plutôt pour préserver les délégués syndicaux pour qu'ils ne se retrouvent pas en situation difficile à la fin de leur mandat. Laissez-moi douter un petit peu et surtout, laissez-moi penser qu'ils ont suffisamment de responsabilités pour décider de leur sort et savoir s'ils doivent se représenter ou pas. Pour autant, dans les ordonnances, on prévoit la limitation des mandats et on n'indique pas le temps. Et donc, Madame la Ministre, vous avez raison de préciser que les accords de branche peuvent indiquer, décider que les mandats dureront entre 2 ans et 4 ans. Or, 3 mandats de 2 ans, c'est 6 ans. Ça ne laisse pas le temps de l'expérience, ça ne laisse pas le temps de la compétence, ça ne laisse pas le temps de la maîtrise des dossiers. Le patron, il aura la maîtrise des dossiers parce qu'il sera présent, il sera tout le temps là. Donc, nous avons voté des amendements qui demandaient, ou nous l'avons dit, qui demandaient qu'il n'y ait pas cette limitation, mais je vais voter l'amendement de Madame Schillinger pour éviter le pire. Merci, chers collègues. Monsieur Gay, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, moi, je partage un certain nombre de remarques qui ont été faites ici. Je crois que cet amendement, nous parlons ici du cadre de vie de l'entreprise. Une entreprise, c'est une direction, c'est des salariés, c'est des savoir-faire, c'est des machines, outils, c'est tout ça l'entreprise. Et on peut se poser la question de savoir pourquoi tant de salariés ne s'engagent pas dans le syndicalisme. C'est une vraie question. Pourquoi? Parce que beaucoup, ils subissent la répression syndicale. Être syndiqué dans un groupe, par exemple, de la grande distribution, parce que j'en ai rencontré beaucoup, notamment de jeunes femmes, s'engager dans la grande distribution, c'est se voir demain imposer des horaires qui ne pourraient pas être conformes avec un cadre de vie familial. C'est parfois être, mon collègue Martial l'a dit, c'est voir des avancements de carrière stoppés net. Combien de cas comme cela? Moi, je crois que être syndiqué aujourd'hui, c'est les héros, je le dis comme ça. Parce que s'engager pour son entreprise, pour ses collègues, parfois dans cette ambiance de répression syndicale, il faut avoir du cran aujourd'hui pour se syndiquer. Souvent dans des entreprises, souvent de PME, des petites et moyennes entreprises, où parfois il n'y a pas de syndicat. Et je crois qu'avec cet amendement, on ne va pas résoudre le problème. Et ensuite, on ne va pas favoriser le syndicalisme, on va plutôt, à mon sens, le décourager. Et puis dernière chose, mais notre collègue l'a si bien dit, je crois que c'est aux salariés eux-mêmes de décider qui peut les représenter le mieux. Et je partage, en 6 ans, on fait du travail, mais parfois on n'a pas fini son travail. Pour passer le relais, parfois il faut 10, 15 ans. Et
les syndicats et les salariés sont eux-mêmes les plus intelligents pour parfois passer le relais. Donc, on ne votera pas cet amendement qui, à mon sens, va décourager le syndicalisme plus que l'encourager. Merci, chers collègues. Monsieur Bacher, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, moi je suis d'accord avec le président de la Commission sur sa position. Il me paraît assez logique qu'on dise qu'on a choisi de limiter à 3 fois. C'est ce que la loi prévoit, donc certes, certains mandats sont de 2 ans. Il est bon peut-être d'inciter les branches, comme il a été dit par certains collègues, à passer à 4 ans à ce moment-là pour gagner en compétences. Mais la modeste expérience qui est la mienne dans les entreprises consiste plutôt à avoir, j'allais dire, parfois un syndicalisme professionnel, très professionnel, et un éloignement du domaine du travail et du secteur du travail de plus en plus important. Alors ce qui est important, c'est peut-être de faire des passages, comme parfois pour la politique, on travaille, on prend un mandat, on retravaille, on change, et ça permet de revenir à des réalités, parce que dans nombre d'entreprises, il faut le dire très clairement, les syndicats aujourd'hui, et je réponds à mon collègue Gay juste avant moi, sont totalement déconnectés du monde du travail. Alors ils sont peut-être très compétents en termes de droit du travail, et c'est heureux, mais alors ils sont totalement déconnectés du domaine du travail. Et donc, ça a créé de la désaffection vis-à-vis des syndicats. Et donc c'est parce que je veux avoir des syndicats forts, parce que je veux avoir des entreprises où les employés connaissent le travail, que je soutiens la position de mon collègue président et rapporteur. Merci, chers collègues. Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, si vous voulez, en ce qui me concerne, je pense que la négociation dans les PME est peut-être avec des formations des personnels ira peut-être vers plus de syndicats. C'est ce qu'on peut espérer. Bon, en ce qui concerne cet amendement, bon, le nombre de mandats, si vous voulez, effectivement, le nombre d'années de mandat est de 12 ans. Ça ne me paraît pas quelque chose d'assez important. Moi, je voterai cet amendement. Merci, chers collègues. Madame Cohen, pour explication de vote. Oui, je vais être très brève parce que beaucoup d'arguments ont été développés. Mais je m'étonne parce que depuis hier, on parle de dialogue social. Et en même temps, Madame la Ministre dit, depuis le début, qu'elle fait confiance aux partenaires sociaux. Et tout à coup, on veut imposer dans la loi une règle concernant les délégués syndicaux, c'est-à-dire celles et ceux qui défendent les salariés. Alors, il faut savoir, c'est quoi le dialogue social et il favorise qui dans une entreprise? Et là encore, pardonnez-moi de souligner et de ne pas partager du tout comme l'ensemble de mon groupe, que finalement, dans ces ordonnances, ça va toujours dans le même sens et ça fait toujours pencher la balance du côté des directions et pas en faveur des salariés qui vont défendre leur outil de travail, les conditions de travail, et là on va encore rajouter une règle qui va les brimer. Et je pense que ce que je défends là dans l'hémicycle, et on l'a bien vu, notre collègue est sorti, mais ce qu'il a dit en justifiant d'ailleurs les arguments qu'il donnait en disant qu'il était un gaulliste et qu'il avait une autre conception de la démocratie, etc., eh bien je crois que nous sommes quand même très nombreuses et nombreux à le partager. Donc cet amendement, on va dire, adoucit un peu les choses. Donc nous, au niveau de notre groupe, on ne va pas voter contre, mais on va s'abstenir parce que là, si vous voulez, c'est quand même terrible que dans l'hémicycle, on soit conduit à dire finalement on va faire ça parce que c'est moins pire. Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Juste une précision pour que, avant que vous votiez, nous soyons sûrs de parler tous exactement de la même chose. D'abord, les délégués syndicaux ne sont pas concernés par cet article. Les délégués syndicaux, il n'y a pas de limitation dans le temps des mandats des délégués syndicaux. Donc ça, c'était ni dans le texte des ordonnances, ni dans l'amendement de la Commission. Donc on parle des autres élus du personnel, sachant que les délégués syndicaux peuvent être élus ou désignés, comme vous le savez. Donc il ne s'agit pas des délégués syndicaux. Deuxième sujet, la question, c'est, et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je l'avais dit et je le redis, une des questions que nous disent les organisations syndicales sur la difficulté d'engagement,
en tant qu'élu sous les différentes formes, c'est que beaucoup de jeunes ou moins jeunes se disent, une fois que j'ai pris un engagement, je ne peux pas revenir en arrière, je risque effectivement d'être pénalisé dans ma carrière, dans ma rémunération, ce qui, dans un certain nombre de cas, est vrai. Au moins, à minimum, ça ralentit. Je peux être pénalisé, et puis je ne suis pas sûre que j'arriverai. On me demande de me projeter dans la longue durée. Voilà. Donc, je crois que là, il y a un sujet quand même, qui est que la longue durée est antinomique avec la capacité de continuer une carrière, non pas d'élu, mais de reprendre son métier et de le faire progresser. Alors, ce qu'on fait là-dessus, ce qu'on veut faire, c'est la mission que j'ai confiée à Dominique Simonpoli et Gilles Gatto, c'est effectivement aller beaucoup plus loin sur la valorisation des compétences. Moi, ça me frappe beaucoup dans les entreprises. J'ai eu l'expérience des personnes qui ont été élues, du personnel, qui étaient ouvriers, employés, qui ont développé des compétences assez extraordinaires d'organisation, de management, de conviction, de négociation, parce qu'on développe des compétences quand on a un mandat, qui se sont engagés pour les autres et pour la collectivité. Et puis finalement, quand ils arrêtent leur mandat, on leur propose finalement de revenir à la case départ. Ça, ce n'est pas correct et c'est dissuasif de l'engagement sur ces mandats. Donc sur ce sujet-là, qui n'est pas l'objet de l'amendement, mais je le dis parce que c'est une cohérence d'ensemble, c'est très important qu'on avance sur ces sujets d'avenir professionnel et aussi de lutte contre la discrimination. C'est pour ça, c'est la cohérence que nous souhaitons avoir des observateurs départementaux pour suivre justement ces questions de carrière, vérifier qu'il n'y a pas de discrimination. C'est un ensemble. Alors, ceci dit, quel est l'objet de la discussion, de l'amendement que vous évoquez ? Au départ, il est vrai, dans l'ordonnance, je le reconnais, nous avions prévu 3 mandats. Et nous avions sous-estimé le fait qu'il y avait beaucoup de mandats qui étaient moins de 4 ans. Et effectivement, là, ça peut revenir à limiter à 6 ans. Et là, ça nous paraît vraiment excessif, car le temps de développer, pour le coup, une compétence, autant ça peut être un piège pour une carrière de faire toute sa carrière. Je ne parle pas des délégués syndicaux en tant qu'élus du personnel, toute sa vie professionnelle. Autant il est clair que limiter à 6 ans nous paraît excessif. Donc nous avons, c'est ce que propose l'amendement, c'est d'aller jusqu'à 12 ans. La Commission ne le souhaite pas, mais vu la discussion, je pense que sur beaucoup de bancs, vous allez voter l'amendement, parce que je pense que certains avec conviction et d'autres en disant que c'est moins pire. Mais en tout cas, si je vais me permettre... Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes chez vous, c'est le président et rapporteur. Alors, ce qu'on a prévu, néanmoins aussi, je le redis, parce que ça n'a pas été dit dans la discussion, en dessous de 50 salariés, il n'y a pas de limitation, parce que là, il y a un problème de trouver les ressources. Par contre, dans des plus grandes entreprises, au contraire, que les mandats puissent tourner, que ce ne soient pas toujours les mêmes, va aider à développer cette culture de la négociation, cette culture de la représentation sur un nombre de salariés plus important. Et puis par ailleurs, nous avons prévu, et ça la Commission veut le supprimer, que par accord majoritaire dans l'entreprise, on puisse aller au-delà de cette limite de 3 mandats et de 12 ans. Donc c'est aussi dans l'amendement que propose le rapporteur qui me paraît trop restrictif du développement syndical. Merci Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, une intervention très courte. Oui, Monsieur le Président. Non, je voulais juste ajouter, d'abord, j'ai le sentiment très net quand même que dans l'ensemble des discussions qui ont eu lieu, la plupart d'entre nous sommes d'accord pour dire que celui qui doit limiter le nombre de mandats dans le temps à un élu, c'est celui qui vote ou qui ne vote pas pour lui, et pas obligatoirement le gouvernement ou la loi. C'est le premier point. Le deuxième point, l'amendement tel qu'il est présenté par Mme Schiager parle évidemment de cette durée, donc on en a suffisamment parlé, mais on a un petit peu omis de dire aussi, et là Madame la Ministre vient de le redire, que par accord d'entreprise, les entreprises peuvent s'affranchir de cette limitation à 3. Et ça, donc à ce moment-là, c'est même plus la peine de le mettre dans la loi. Donc je confirme mon avis défavorable. Très bien. Alors, je vais mettre aux voix l'amendement 159 qui a reçu un avis défavorable de la Commission, un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Levez bien la main parce que... Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 140, Madame Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement a pour objet de rétablir la présence de représentants aux fonctions spécifiques en matière de santé et de sécurité dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés.
Qu'est-ce qui peut légitimer le fait, alors que dans ces entreprises plus petites, il n'y ait pas d'instance spécifique, ou au moins de commission spécifique, avec une spécialisation des représentants? On sait tous, et ça a été dit, développé hier, parfois tard, mais que ces représentants spécifiques qui avaient des connaissances à la fois techniques, à la fois humaines aussi, des situations de travail dans l'entreprise étaient indispensables pour faire vivre la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Donc nous proposons cela afin de, effectivement, d'être dans ce que dit Madame la Ministre. Est-ce à droit constant, la prévention des risques professionnels? On n'a rien perdu? Si, beaucoup de salariés vont y perdre. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Voilà un amendement donc, qui abaisse de 300 à 50 salariés le seuil d'effectif à partir duquel la création d'une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire au sein du CSE et lui confère la personnalité civile, ce qui lui permettrait notamment d'ester en justice. Il part, cet amendement, du postulat erroné, à notre sens, que la fusion des IRP au sein du CSE entraînera un examen moins approfondi de ces questions par cette instance, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'une commission dédiée, dont la mise en place est obligatoire dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ainsi que sur les sites Céveso. Outre le fait qu'il est possible d'en créer une par accord collectif dans les entreprises de plus petite taille, je ne pense pas que l'absence de cette commission dans les entreprises de taille moyenne empêche les membres du CSE de se spécialiser chacun sur les questions pour lesquelles ils ont une appétence particulière. Il pourra s'agir de la santé au travail ou bien des problématiques financières de l'entreprise selon la façon dont les élus décident de s'organiser. Par ailleurs, je suis opposé, et la Commission aussi, à ce que la commission dédiée soit dotée de la personnalité civile et émette elle-même des avis. C'est contraire à l'esprit de la réforme qui repose sur la création d'une instance unique de représentation du personnel. Cela reviendrait à en recréer une seconde. Surtout, je pense que c'est un facteur de qualité des avis émis que de permettre à l'ensemble des membres du CSE de se prononcer sur des questions de santé et de sécurité de travail. Ils ont chacun leurs expériences propres en la matière et sont à ce titre légitimes pour se prononcer sur ces questions. Je tiens par ailleurs à rappeler que pour cette raison, la Commission a rendu obligatoire la formation de l'ensemble des membres du CSE aux problématiques de santé, de sécurité et des conditions de travail, et pas uniquement celle des membres de la Commission. C'est donc un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, un avis défavorable en cohérence avec ce que j'ai dit hier et tout à l'heure sur les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail. Je voudrais rajouter que, d'abord, ce serait complètement contradictoire de recréer une sous-commission qui a une personnalité morale, alors que, justement, on fusionne pour qu'il y ait une seule personnalité morale et qu'elle ait la vue d'ensemble de l'entreprise. Mais je rappelle que cette commission est déjà obligatoire pour les entreprises de moins de 300 salariés, pour les établissements sensibles, c'est-à-dire tous ceux qui ont une installation nucléaire ou classée Céveso, que l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une telle commission lorsqu'il y a des sujets spécifiques liés à la nature de l'activité ou l'agencement, l'équipement des locaux. Et puis surtout, vous venez de rendre obligatoire la formation pour tous les membres du CSE. Et le CSE, dans ses compétences, doit au moins 4 fois par an consacrer ses travaux sur les sujets de santé, d'hygiène et de sécurité au travail. Donc il est faux de dire que ce sujet ne sera plus traité ou pas assez bien traité. Donc je pense que cet amendement n'est pas nécessaire. Il est même contraire, je dirais, et contradictoire avec ce que nous voulons faire. Et donc le gouvernement a un avis défavorable. Merci Madame Taillé-Polian pour l'explication de vote. Oui, bon, je confirme qu'il est certainement contraire à l'esprit des ordonnances, cet amendement. Vous dites qu'il reste dans les entreprises dites sensibles, effectivement. Mais dans beaucoup d'entreprises, il y a des situations de travail qui sont sensibles sans pour autant relever de la réglementation Céveso, etc. Par ailleurs, vous dites qu'il faut se fusionner parce qu'il faut une vision globale pour traiter des questions de santé et de sécurité au travail. Mais justement, il ne faut pas laisser d'autres considérations rentrer en ligne de compte quand on parle de santé et sécurité au travail dans ces instances. Parce que sinon, on finit toujours par les négliger. Et les salariés n'ont qu'un corps. Protégeons-le.
s'il vous plaît. Et ne faisons, parce que quand on a des élus qui vont avoir toutes les autres considérations et d'autres appétences, comme vous disiez, eh bien la pente est facile de négliger les questions de santé et de sécurité au travail, surtout lorsqu'elles ne présentent pas un caractère grave, un caractère dangereux imminent. Lorsqu'elles sont plus diffuses, alors on les oublie. Et c'est la raison pour laquelle ces instances spécifiques étaient incomparables en termes d'efficacité, de prise en compte, de prise de conscience de situations de travail qui provoquaient des dégâts sur la santé des salariés. Donc pour toutes ces raisons, bien entendu, il serait essentiel, de notre point de vue, effectivement, en contradiction avec l'esprit des ordonnances, de prendre en compte ces dispositions prévues dans cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Savary, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tenez bon, ne lâchez surtout pas là-dessus. C'est le principe même de l'intérêt de la loi. Faut rien lâcher. Quand nous discutons avec des salariés ou des chefs d'entreprise sur le terrain, on voit bien que l'intérêt, l'avantage qu'ils ont trouvé à travers les propositions, à travers vos ordonnances, c'est véritablement de faire en sorte qu'il y ait plus de souplesse. C'est ce qu'ils nous disent, l'avantage d'instances représentatives. Or, que ces entreprises sont sensibles aux problèmes de santé. C'est la meilleure façon d'avoir une meilleure compétitivité pour l'entreprise, de faire en sorte qu'il y ait un bien-être au milieu de ses collaborateurs, qui puissent s'épanouir à travers le travail. Donc plus le problème est moindre, plus on le prend en considération à travers la souplesse, à travers la volonté de chacun. Quand il est grave, bien sûr, tout le monde, face à un problème grave, va prendre des mesures. Mais c'est trop tard. C'est au niveau de la prévention qu'il faut agir. Et on voit bien qu'en ayant des actions de prévention volontaires, le dynamisme d'une entreprise, elle sera plus performante que d'autres. Et les salariés voudront travailler dans celles où il y a une protection de leurs droits, une protection également des conditions de travail, par rapport à celles qui n'offrent pas parallèlement ces mêmes conditions. Donc je pense que c'est un moment important de la loi sur lequel il faut rester particulièrement ferme. Merci, cher collègue. Monsieur Touraine, pour explication de vote. Oui. Quiconque a eu l'occasion de diriger un établissement d'importance dans lequel il y avait un comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, c'est l'enthousiasme, l'engagement des membres de ces comités. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont une mission particulière qui leur est propre et ils ont une responsabilité à l'égard de l'ensemble des salariés. Alors, bien sûr qu'ils sont casse-pieds. Tout directeur, tout chef d'établissement, c'est bien que ce sont des aiguillons, qu'ils vous amènent des problèmes que vous auriez mieux aimé ne pas voir, parce que ça va induire des modifications, ça va induire des dépenses supplémentaires. Oui, mais combien de maux ont été ainsi évités? Combien de maladies, combien de handicaps, combien de difficultés pour les salariés on a pu éviter par ces CHSCT. Mais au fond, en vous écoutant, je me dis que nous sommes au fond d'accord. Vous êtes d'accord sur le fait que ça va réduire la dilution à l'intérieur du CSE, va réduire la capacité d'intervention en matière de santé et de sécurité. Mais si, puisque vous cherchez, vous essayez d'apporter des palliatifs. Le rapporteur nous dit « Ah oui, mais dans certaines entreprises, ils pourront le faire. Donc, puisqu'ils peuvent le faire, on peut se contenter de cela. Pourquoi est-ce que ça n'est pas dans le droit commun ?» Tout à l'heure, vous nous avez dit « Par dérogation, on peut avoir plus de 3 mandats. » Pourquoi ne pas le faire rentrer dans le droit commun? Donc, il y a un aveu chez vous, un aveu implicite, du fait que vous savez pertinemment que les commissions, si elles existent, et quand elles n'existent pas, les CSE ne rempliront pas les fonctions que remplissaient les CHSCT. Merci, cher collègue. Monsieur Bourquin, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, on auditionnait ce matin le numéro 2 de Lactalis. Et dans les interventions qui se sont produites, il y a eu un rapport qui a été fait, et il y a eu plusieurs articles dans la presse spécialisée, sur le fait qu'en ayant mis, par exemple, le lean management dans cette entreprise, il aurait pu y avoir
des problèmes concernant la sécurité alimentaire. C'est une question à regarder de près. Le parquet est saisi, on verra sur ce problème comment ça se passera, mais les délégués du personnel du CHSCT avaient mis en garde la direction sur ces questions. Tout à l'heure, monsieur le rapporteur disait il n'y aura pas moins d'attention sur les questions de sécurité au travail. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Moins de personnes, un seul organisme. Bien sûr que si. Il y aura moins d'attention. Alors que les questions de santé au travail se posent avec une acuité particulière qui doit nous interroger. Pourquoi ? Parce que il y a FACT qui produit des textes régulièrement. Les questions de burn-out se posent avec aussi acuité. Et donc, on a besoin, au contraire, de mettre l'accent sur les questions de la santé au travail. Des pays scandinaves, notamment, le font, mieux que nous. Il y a aussi, on parlait de l'Allemagne hier, qui le fait avec beaucoup d'attention, et en fait un élément de productivité au travail. Et donc, je ne comprends pas très bien cette volonté de s'opposer à tout ce qui se met en place ou aux propositions qui sont faites, notamment sur cet amendement, pour essayer de remédier et de traiter mieux la question de la santé au travail. Dernière chose, j'ai peu de temps, j'ai vu qu'on proposait, on a refusé tout à l'heure les 12 ans, et surtout on veut limiter. Je me suis posé la question, Madame la Ministre, vous n'êtes pas posé la question de limiter le temps des PDG à la direction des entreprises? Mais c'est une question comme ça, sous forme de boutade. Mais sachez bien que beaucoup de syndicats disparaîtront parce qu'ils ne pourront plus avoir de délégués qui seront touchés par la limitation des mandats. Merci, chers collègues. Madame Schillinger, pour explication de vote. Oui, nous, notre groupe va naturellement soutenir Madame la Ministre. Elle a bien expliqué les choses en disant que quand même il y a des choses fausses qui ont été dites. Donc on ne peut pas tout entendre. Les attributions du CHSCT n'ont pas disparu. Elles ont été transférées au CSE, qui continuera à jouer un rôle de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi qu'améliorer leurs conditions de travail. Et en plus, le texte a prévu la possibilité et même l'obligation dans les entreprises et établissements d'au moins 300 salariés de créer une ou plusieurs commissions entièrement consacrée aux questions de santé et de sécurité et de conditions de travail. Le CSE devra se réunir également au moins 4 fois par an sur ces sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail. Donc moi je pense qu'on a bien expliqué. Moi je voterai contre l'amendement. Merci, chers collègues. Monsieur Vatrin, pour explication de vote. Oui, nous voterons cet amendement de repli parce que il est suffisamment porteur, mais peut-être pas aussi ambitieux que nous le souhaiterons. Mais je pense qu'il faut d'abord dire que la santé au travail est un élément déterminant du niveau de santé. On est dans une société où le vieillissement va prendre de plus en plus de place. Bon, c'est pour beaucoup sur le lieu de travail se détermine la longévité des personnes. Je rappellerai simplement qu'il y a 6 ans d'écart entre, par exemple, quelqu'un qui a exercé une fonction de profession libérale et un ouvrier à la production dans une entreprise. Donc, ce n'est pas seulement une question économique, une question sociale, c'est une question sociétale qui est posée. Et c'est l'intérêt de la société dans son ensemble de prendre toutes les mesures pour prévenir le vieillissement précoce, pour prévenir les invalidités, pour prévenir les accidents du travail, pour prévenir les maladies professionnelles. Je crois qu'il y a beaucoup à faire. Et au lieu de réduire les possibilités de prévention, nous pensons au contraire qu'il faut les augmenter. En plus, Madame la Ministre, vous savez très bien que vous le vouliez ou non, en reportant le débat sur les questions de santé au travail, bien sûr dans une commission, mais plus largement en les fondant dans le comité économique et social,
vous faites dépendre les questions de santé au travail plus largement de questions stratégiques de l'entreprise. Donc ces questions d'organisation du travail, ces questions liées à l'impact, par exemple, des restructurations, à l'impact de suppression d'emplois, par exemple, vont se trouver noyées dans des débats stratégiques sur le devenir de l'entreprise. Et donc, il nous semble que c'est quelque part diminuer la portée même des débats nécessaires sur les questions de prévention au travail. Alors pourquoi je disais en introduction que c'est un amendement de repli? Parce qu'effectivement, si les CHSCT dans leur fonctionnement actuel n'étaient pas toujours satisfaisants, c'est parce qu'il manquait de moyens, c'est parce que souvent le médecin du travail n'était pas présent ou l'inspecteur du travail n'était pas présent. Merci, Alors, merci, chers collègues. Plutôt que de les supprimer, améliorons le système. Je suis désolé, je suis pour le respect du temps de parole de chacun et je rappelle aux orateurs qu'il faut respecter ce temps de parole. Donc, surtout qu'en 2 minutes et demie, on a le temps quand même d'expliquer son vote. Madame Fournier pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Mais écoutez, je voudrais quand même réagir sur ce qui a été dit et concernant principalement ce CSE sur lequel je ne reviendrai pas. J'aimerais quand même vous réaffirmer, chers collègues, qu'il serait temps de faire un peu confiance aux chefs d'entreprise. Ce sont des personnes responsables, de même que les personnes qui les entourent, comme les DRH. Sachons-le, de toute façon, si le personnel se sent bien dans son entreprise, il va y travailler correctement. Donc ça, c'est une remise en question que je souhaiterais qu'on ne fasse plus. Il faut qu'on évolue et qu'on arrête d'avoir ce langage parfois un peu archaïque pour ramener simplement le positionnement au niveau des salariés que je respecte tout à fait d'ailleurs. Ceci étant, en termes de prévention pour les salariés et de santé, je voudrais revenir sur mes propos de la discussion générale. En fait, si l'on veut que ces salariés soient bien protégés, je préférerais faire appel à la professionnalisation de la médecine du travail. Nous avions dit avec Madame la Ministre que nous attendions dans les mois à venir une refonte totale de cette médecine du travail. Je préfère, si vous le voulez bien, faire confiance à des professionnels pour la prévention de ces salariés. Ceci étant, je vous dis, nous voterons et bien sûr contre cet amendement. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Chassaing pour explication de vote. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président, bon, très rapidement, les 3 instances, délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT, sont transférées au CSE. Ces 3 instances sont transférées avec la totalité de leurs prérogatives. Pourquoi la sécurité, la santé au travail, qui est très importante, pourquoi elle serait minimisée? Pourquoi le CSE minimiserait la santé au travail? Donc je ne crois pas du tout, donc c'est pour ça que je voterai contre cet amendement. Merci, chers collègues. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 140 qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 141, Madame Taillé-Polian. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Cet amendement, il vient un petit peu en complément de, pas le précédent, mais à celui encore d'avant, qui a pour objet de restreindre la possibilité pour l'employeur d'être assisté en réunion de collaborateurs en nombre tel qu'ils seraient ensemble aussi nombreux que les représentants titulaires, avec le risque que les représentants des salariés siègent en face de leur supérieur hiérarchique. Voilà, sinon, comme je l'ai expliqué précédemment, écoutez, c'est un risque d'entrave ou d'auto-censure des salariés qui va immanquablement arriver dans certaines entreprises. Il n'est pas du tout question de dire que les employeurs sont méchants. Il n'est pas non plus question de stigmatiser. Il faut donner des cadres pour que la santé des salariés, qui est un bien précieux, évidemment,
pour les salariés eux-mêmes irremplaçables, qui est effectivement nécessaire et important, car une meilleure santé au travail dans une entreprise, c'est une meilleure productivité, soit garantie. Parce qu'on le sait quand même, un certain nombre d'employeurs ne font pas l'effort. On le sait. Et c'est bien pour ça que des CHSCT ont été créés. Donc il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble, mais il faut quand même reconnaître et voir la réalité en face. Et certains scandales sur la santé au travail l'ont montré. Certains employeurs ne font pas le minimum. Certains. Eh bien, il faut garantir pour tous que les garanties soient là et que le minimum soit fait, et même le plus possible. C'est la santé des Français qui est en question. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Il s'agit pour cet amendement d'interdire carrément à l'employeur d'avoir des conseillers techniques lors des réunions concernant évidemment la santé, la sécurité et les conditions de travail. La commission est défavorable. Madame la ministre. Le gouvernement est défavorable à cet amendement. Et je rappelle aussi que les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, puisqu'ils seront nécessairement désignés au sein du CSE, ils bénéficient à ce titre du statut de salarié protégé qui favorise et protège leur liberté d'expression pleine et entière au sein de la commission. Après, il y a souvent des sujets techniques qui sont discutés, ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans les CHSCT. Il y a toujours un certain nombre de collaborateurs techniques qui sont là. Ça ne change pas la nature du débat. Je crois que ce qui est important, c'est la liberté d'expression pleine et entière, et le statut de salarié protégé le garantit. Merci Madame la Ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 141 avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 187, Monsieur le rapporteur de la Commission. Un amendement de coordination, Président, avec la décision qui a été prise en commission de maintenir le caractère obligatoire de la Commission des marchés dans le CSE les plus importants. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, effectivement, la Commission souhaite corriger sur ce point de l'ordonnance, qui avait plutôt pensé que le CSE pouvait s'organiser pour ses travaux. Ceci dit, je comprends aussi la logique de votre amendement qui encourage à une transparence faisant référence à des règles connues de tous. Donc je me remets à la sagesse du Sénat. Merci Madame la Ministre. 187, donc l'amendement 187, je le mets aux voix. Qui, avec un avis de sagesse du gouvernement, c'est l'amendement de la Commission, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 155, Madame Taillé-Polian. Je vous remercie. Il s'agit là, dans un souci de simplification et afin de permettre un même financement pour toutes les entreprises et donc bénéfice de tous les salariés, donc nous vous proposons à travers cet amendement de fixer le montant de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité social et économique, quel que soit le nombre de salariés dans l'entreprise, à 0,22%. Dans ce pays, les salariés des plus petites entreprises sont souvent beaucoup moins favorisés que dans les grandes. Nous venons d'avoir un débat sur la prévention des risques. Nous nous proposons donc d'aligner pour le fonctionnement du comité social et économique. Merci, Monsieur le rapporteur, pour la Commission. Oui, c'est un amendement qui vise à porter de 0,2 à 0,22% de la masse salariale à la subvention de fonctionnement du CSE versé par l'employeur dans les entreprises comptant entre 50 et 2000 salariés, ce qui est le niveau auquel cette subvention a été portée par l'ordonnance dans les entreprises d'au moins 2000 salariés. Il n'est pas démontré que ce niveau soit insuffisant pour permettre au CSE de remplir ses missions. Le reliquat des moyens consacrés aux activités sociales et culturelles peut par ailleurs désormais être reversé au budget de fonctionnement. Un accord collectif peut également prévoir un niveau plus élevé. En revanche, la Commission ne pense pas souhaitable de faire peser sur les entreprises de taille moyenne une charge financière supplémentaire. Elle a donc émis un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Monsieur le Président, toujours cohérence du texte. Je crois qu'à la fin, il faut qu'on ait un discours clair aux entreprises comme aux salariés. Les ordonnances pour le renforcement du dialogue social ont mis l'accent sur le fait d'être très opérationnel dans le contexte des petites et moyennes entreprises. Augmenter la charge qui n'est pas nécessaire aujourd'hui ne paraîtrait pas opportun. Et je rappelle que pourquoi un abondement supplémentaire dans les grandes entreprises? Parce que la complexité
des entreprises amène de fait, et l'expérience le permet de le constater, un besoin de nombre d'expertise, et surtout d'ampleur d'expertise qui est beaucoup plus grand. Donc c'est la raison de cet abondement dans les grandes entreprises qui n'est pas nécessaire dans les petites entreprises où les sujets sont beaucoup plus facilement appréhendables. Donc c'est un avis défavorable aussi. Donc je mets aux voix l'amendement 155 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 5 amendements en discussion commune. Le 99, Monsieur Touraine. Oui, il s'agit de supprimer sur l'article 4 les alinéas 40, 41, 44 et 45. Les dispositions de ces deux alinéas portent atteinte à la liberté du comité social et économique de disposer de ses propres fonds. Si nous sommes hostiles au principe de cette fongibilité, il est évident que dès lors qu'elle est rendue possible par les ordonnances, elle doit être complète. L'interdiction de transfert est une disposition que l'on peut qualifier de perverse puisqu'elle n'implique que le CSE. Pour que l'employeur prenne en charge les frais d'expertise, il aurait dû ne pas transférer d'excédent annuel du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles durant les 3 années précédentes. De plus, si l'employeur prend en charge les frais d'expertise, le CSE ne pourra opérer de transfert durant les 3 années suivantes, ce qui pourrait pénaliser le financement des activités sociales et culturelles destinées aux salariés. Dans ces conditions, ne risque-t-il pas de renoncer à des expertises ? Madame la ministre, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas opportun de surcharger le budget des entreprises. Vous n'avez pas hésité, malgré tout, à charger le budget du CSE en lui imposant de financer 20% du coût de certaines expertises. Merci, cher collègue. L'amendement 33, Monsieur Vatrin. Oui, Monsieur le Président, il est défendu, puisque à part quelques modifications d'alinéa, bon, c'est le même contenu de l'amendement. Il a été excellemment défendu. Nous pensons qu'il y a une forme de chantage là qui est mis en place, qui est insupportable. Donc, nous défendons cet amendement en ce sens. Merci, chers collègues. Monsieur Touraine, les amendements 101 et 100. Alors, pour le 101, on m'a laissé entendre en commission que la sollicitation était satisfaite, donc je le retire. Et sur le 100, il s'agit en pratique, le dispositif de cofinancement à hauteur de 20% sur le budget de fonctionnement va priver un grand nombre de comités sociaux et économiques du droit à l'expertise. Tous ceux qui ne reçoivent aucune somme mobilisable puisque leurs moyens de fonctionnement leur sont donnés en nature par leur employeur, et tous ceux dont la taille trop petite leur rend impossible tout cofinancement. Je vais prendre un exemple. Dans une entreprise de 100 salariés peu qualifiés, au sein de laquelle le salaire brut annuel moyen est de 20 000 € et la masse salariale brute de 2 millions d'euros, le montant de subvention de fonctionnement sera de 4 000 €. Cette subvention modeste de 4 000 € va d'abord être largement utilisée par la documentation, la formation, les déplacements, l'informatique ou encore la téléphonie et Internet. En prenant l'hypothèse qu'un maximum de 10% de cette subvention puisse servir à rémunérer une expertise, cela fait un budget de 400 €. Étant donné un cofinancement à hauteur de 20%, cela signifie que le budget d'expertise avec la participation de l'employeur sera de 2 000 €, un montant très faible qui montre bien que ce droit à l'expertise ne sera plus opérationnel. Par cet amendement, nous vous proposons une dispense de cofinancement en fonction de la taille de l'entreprise ou du montant de la masse salariale. Merci, chers collègues. L'amendement de la Commission, le 194, monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Là, c'est un amendement relatif à la simplification des modalités de recours à l'expertise par le CSE et des types d'experts. Il supprime notamment la notion d'expert technique qui n'avait jamais été véritablement définie et confirme que les experts seront désormais habilités par un organisme d'accréditation comme le COFRAC et non plus agréés par le ministère du Travail, ce qui permettra de garantir leurs compétences. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, l'avis de la Commission sur les 4 amendements en discussion commune, puisque le 101 a été retiré. Alors, le 99
Il propose la suppression des règles encadrant l'utilisation du CSE par le CSE de l'excédent de son budget de fonctionnement. À l'Assemblée nationale, le gouvernement a complété les dispositions issues de l'ordonnance qui fixe désormais comme principe que le CSE devra participer à hauteur de 20% à la prise en charge du coût de certaines expertises, orientation stratégique de l'entreprise, consultation ponctuelle, sauf PSE, et risques graves dans l'établissement, afin de tenir compte des situations où son budget de fonctionnement sera insuffisant pour apporter cette participation financière. Dans ce cas, l'employeur devra financer l'intégralité de ce coût. Toutefois, pour s'assurer que le CSE ne mettra pas en place une stratégie de diminution artificielle de ses moyens pour mettre l'employeur systématiquement à contribution, cette prise en charge a été conditionnée à l'absence de transfert de l'excédent du budget de fonctionnement aux activités sociales et culturelles durant les 3 années précédentes. De plus, si l'employeur est amené à financer la totalité d'une expertise à ce titre, le CSE ne pourra pas procéder à un tel transfert au cours des 3 années suivantes. Les auteurs de cet amendement veulent supprimer cette disposition en affirmant qu'il s'agirait d'un moyen de faire diminuer le recours à l'expertise par le CSE. Je pense que c'est une fois encore faire bien peu confiance aux élus du personnel. Leur mission première reste d'émettre des avis sur les projets d'employeurs avant d'assurer la gestion des activités sociales et culturelles. Ce sera bien peu responsable de leur part de favoriser l'arbre de Noël de fin d'année au détriment des expertises nécessaires aux consultations ponctuelles dont ils sont saisis. Chacun à son tour, Monsieur Touraine. Par ailleurs, je tiens à rappeler que la possibilité de reverser aux ASC l'excédent du budget de fonctionnement est une nouveauté introduite par l'ordonnance. Il n'est donc pas ici question de revenir sur des pratiques anciennes ou de changer des habitudes bien établies. C'est donc un avis défavorable. L'amendement 33, Monsieur le Président, c'est le même avis défavorable. Je vois que vous voulez que j'aille vite. L'amendement 101 a été retiré et l'amendement 100, c'est aussi un avis défavorable. Un avis défavorable sur le 100 ? Oui. Oui. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Monsieur le Président, oui. Alors, d'abord, je voudrais revenir au pourquoi de notre débat. C'est parce que nous avons introduit dans les ordonnances la possibilité d'une fongibilité dans le sens vers les actions sociales et culturelles. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on constatait que dans beaucoup de CSE, il y avait un budget de fonctionnement qui n'était pas entièrement utilisé, il ne pouvait pas être transféré aux activités sociales et culturelles. Donc le point de départ, c'est de permettre de libérer ces sommes qui sont bloquées, quelquefois pendant des années, sur des grandes entreprises. C'est quelquefois des millions d'euros qui sont bloqués pendant des années, dont on ne peut rien faire et dont les bénéficiaires ne sont pas les salariés. Donc le point de départ, ça a été d'adresser cette possibilité de fongibilité des excédents de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles. Ensuite, comme par ailleurs nous avons introduit l'idée la nécessité d'un cofinancement à 80-20% pour certains types d'expertise, évidemment, il fallait quand même prévoir le cas où ça ne puisse pas finalement annuler la mesure précédente. Donc, ce qui avait été prévu, ce que vous voulez par vos amendements supprimer, c'est le fait qu'il y ait une limitation dans cette fongibilité, c'est qu'il ne faut pas que ça vienne supprimer ce cofinancement. Sauf bien sûr dans les cas que par ailleurs prévus aussi, c'est que dans les petites entreprises, s'il n'y a pas assez de financement pour l'expertise, à ce moment-là, l'employeur prendra entièrement à sa charge. Ce qui est l'esprit, mais pas la lettre, de l'amendement 100, parce qu'on n'a pas voulu faire un seuil précis, mais qui est plutôt une évaluation au cas par cas. Donc, en résumé, ce que je dis, c'est que, d'abord, ce que nous souhaitons, c'est dans les ordonnances, confirmer dans la loi de ratification ce principe qu'il puisse y avoir une fongibilité quand il y a un excédent de fonctionnement. 2, qu'il ne puisse pas se faire au détriment de la codécision sur certains types d'expertise exceptionnelles que nous avons prévus. Et donc, c'est pour ces raisons que le gouvernement sera défavorable aux amendements 99, 33 et 100 qui traitent du même sujet. Par ailleurs, sur l'amendement 194, qui est, je dirais, une réécriture et une amélioration de l'écriture, je le reconnais, sur les interventions de l'expert, le gouvernement a un avis favorable. Merci. Monsieur Touraine, pour explication de vote. Juste un petit mot. Vous nous dites, Madame la Ministre, au fond,
nous avons été très sensibles à la situation des CSE. Ils avaient de l'argent en caisse. Nous les autorisons à utiliser cet argent, à utiliser une partie de l'excédent pour d'autres activités, pas seulement des arbres de Noël, mais aussi des activités culturelles, sportives, voire sociales. Mais en même temps, vous nous dites, oh oui, on leur fait un cadeau, mais il va bien falloir quand même qu'il y ait une contrepartie et qu'on leur fasse payer, puisque d'une part, vous mettez à leur charge, vous mettez à leur charge 20% du coût des expertises. Non, ils n'avaient pas avant. Et d'autre part, pendant 3 ans, s'ils n'ont pas fait d'excédent, ils auront droit à une prise en charge totale. Mais s'ils ont une prise en charge totale, pendant 3 ans, ils ne pourront pas utiliser l'excédent éventuellement dégagé pour des activités sociales ou culturelles. Je trouve que c'est un moyen de pression que vous utilisez, ce n'est pas une générosité de votre part. Je trouve que ce n'est pas bien. Donc je vais mettre aux voix les amendements en discussion commune. L'amendement 99, tout d'abord, qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Pour l'amendement 33, j'imagine que c'est le même vote. On peut prendre le même vote. L'amendement 100, même vote. Même vote. Et sur l'amendement 194 de la Commission avec un avis favorable du Gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 34, Monsieur Vatrin, Madame Cohen, pardon. Oui, merci Monsieur le Président. L'article L 2315-79 du Code du travail, créé par l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, prévoit ceci, je cite, « Un accord d'entreprise ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations sur 1 ou plusieurs années. Ainsi donc, il sera non seulement possible de déterminer à l'avance le nombre d'expertises dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise ou la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi sur 1 ou plusieurs années. Cet article remet donc en question le droit des représentantes et des représentants du personnel à expertiser les décisions prises par la direction. Alors vous me direz, est-ce que c'est si fondamental ce droit à l'expertise? Nous pensons que c'est un droit important et d'autant que finalement on le voit au fil des propositions qui sont contenues dans ces ordonnances, y compris d'un certain nombre d'amendements pour parfois aller plus loin, mais pas dans le sens de l'intérêt des salariés. C'est une remise en cause des droits des représentantes et des représentants. Donc pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article. Merci, Monsieur le rapporteur, pour la Commission. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire à Laurence Cohen que l'ordonnance permet en effet aux partenaires sociaux dans l'entreprise de s'entendre à l'avance sur les expertises qui seront sollicitées dans le cadre de consultations récurrentes du CSE. Contrairement aux consultations ponctuelles, il est en effet possible de les anticiper. Si leur périodicité n'a pas été modifiée par accord, comme l'ordonnance le permet, le CSE devra donc se prononcer chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière et sa politique sociale, sur 3 cas de recours à un expert. Il n'est pas déraisonnable de fixer ce nombre par accord collectif, les consultations ponctuelles n'étant évidemment pas concernées par ce sujet. Donc c'est un avis défavorable à l'amendement. Merci. Madame la Ministre, pour le Gouvernement. Monsieur le Président, avis défavorable du Gouvernement également. Encore une fois, il faut bien comprendre que c'est d'abord une possibilité résultant d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le CSE. Donc les représentants du personnel doivent y consentir. S'ils y consentent, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Et cette négociation, en outre, comme monsieur le rapporteur l'a rappelé, ne peut se faire que pour les consultations récurrentes du CSE, sur lesquelles on peut programmer. En fait, l'idée, c'est de programmer un rythme des expertises d'un commun accord. Mais elle n'est évidemment pas applicable pour les consultations ponctuelles, donc pas en cas de risque grave, de projets importants, de droits d'alerte économique, d'opérations de concentration, de licenciement collectif pour motif économique, d'offre publique d'acquisition, enfin, tout événement
j'allais dire, imprévus et parfois imprévisibles qui arrivent dans l'entreprise. Donc, je crois que ça ne permet au contraire d'associer plus en amont, d'avoir le temps de réfléchir sur les expertises qui vont être faites, de passer commande d'un train d'expertise programmé et que ça contribuera au dialogue social construit, au dialogue social et économique construit dans la durée, sans rien restreindre du recours à l'expertise ponctuelle ou en urgence ou sur des éléments nouveaux qui font l'objet des expertises ponctuelles. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement 34 avec un double avis défavorable de la Commission du gouvernement qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. L'amendement 142, Madame Taillé-Polian. Merci. Cet amendement a pour objet d'étendre le financement des expertises concernant les projets importants, définis à l'article L. 2351-96. En effet, la disposition risquait de priver certains CSE de leur capacité à l'expertise sur des questions importantes, notamment sur des projets d'ampleur qui permettent d'anticiper et d'éviter des problèmes sur la santé au travail ultérieurement. Donc il nous semble vraiment dommage, en logique de prévention, de fragiliser le recours à ces expertises par les CSE. Voilà, d'où la proposition de cet amendement. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ces expertises projets importants entrent dans le cadre de celles qui, au titre des consultations ponctuelles du CSE, doivent être prises en charge à hauteur de 20% par cette instance. Elles n'ont pas un caractère d'urgence ou de danger qui justifierait leur financement complet par l'employeur, comme c'est justement le cas des expertises commandées en cas de risque grave dans l'établissement. Toutefois, l'employeur prendra bien en charge l'intégralité du coût de cette expertise dès lors que le budget du CSE ne le permet pas et que ce dernier n'a pas, au cours des 3 dernières années, reversé un éventuel excédent à ses activités sociales et culturelles. En ce sens, aucun CSE ne devrait être privé de son droit à l'expertise, à l'exception peut-être de ceux qui, à l'avenir, préféreront privilégier leurs compétences sociales sur leurs compétences consultatives. Avis défavorable de la Commission. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président, c'est un avis défavorable. Je crois que tous les ingrédients de la réponse ont déjà été évoqués à plusieurs reprises dans les débats précédents. Je ne reviens pas dessus. Merci Madame Taillé-Polian pour l'explication de vote. Oui, effectivement, ces expertises ne rentrent pas dans le cadre de l'urgence, au sens où il y aurait un danger grave et imminent. Cependant, elles doivent s'intégrer, elles peuvent s'intégrer dans le cadre de projets de réorganisation. Et quand un employeur, et on comprend bien, et c'est tout à fait légitime, souhaite mener un projet de réorganisation, il n'a pas envie d'attendre l'année prochaine que le CSE ait les moyens de le faire. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'urgence, c'est une question d'opportunité à le faire au moment du projet où on peut encore, je dirais, faire en sorte qu'ils prennent en compte davantage les questions de conditions de travail et de prévention des risques professionnels, donc de le prendre au bon moment. Ça, c'est pour la raison pour la problématique de l'urgence. Ensuite, lorsque le budget ne le permet pas, mais parfois on peut avoir un budget qui le permet, mais parce qu'on est dans le cadre des CSE, où les problématiques des conditions de travail et de la santé au travail ne sont plus l'unique prérogative, on peut avoir d'autres priorités, avec des élus qui, n'étant pas spécialistes des conditions de travail, vont préférer organiser un certain nombre d'activités socio-professionnelles, etc., donc vont préférer mettre leur budget là-dessus. Alors vous allez me dire, c'est donc que ce ne sera pas suffisamment important. Bien si, ce sera quand même suffisamment important, mais on revient toujours au risque de dilution des problématiques pourtant essentielles de la prévention des risques au profit d'autres problématiques qui sont très importantes aussi, mais qui doivent être traitées à part du CSE. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 142 avec un avis défavorable de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 197 de la Commission, monsieur le rapporteur? C'est un amendement de correction de référence, Président. D'accord. Un avis favorable du gouvernement? Avis favorable pour les... Favorable. Mais c'est mieux. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 35, monsieur Vatrin?
Oui, le nouvel article L231580 du Code du travail prévoit désormais que plusieurs expertises ponctuelles devront être financées à 20% par le comité social et économique, alors qu'elles étaient auparavant prises en charge par l'employeur. L'expertise restera, c'est vrai, intégralement prise en charge si cette consultation porte sur la politique sociale et les conditions de travail et d'emploi, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, et enfin si elle porte sur un risque grave constaté dans l'établissement. En revanche, dans les autres cas, et notamment lors de consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l'entreprise ou de consultations ponctuelles demandées à tel ou tel moment, il est prévu que ceux qui en font la demande y contribuent à hauteur de 20%, l'entreprise y participant, elle, à hauteur de 80%. Alors que les syndicats sont confrontés à des employeurs qui viennent accompagner des meilleurs experts, le projet de loi réduit donc la capacité d'action des représentants des salariés. C'est pourquoi nous demandons la suppression de cette alinéa. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Le 35. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, l'instauration d'un cofinancement à hauteur de 20% du coût des expertises demandées par le CSE dans le cadre de certaines consultations ponctuelles vise avant tout à responsabiliser les représentants du personnel, non à les priver de leur droit de faire appel à un expert. De plus, cette règle ne s'appliquera pas si le budget de fonctionnement du CSE, je redis, est insuffisant pour couvrir ce coût, comme l'a prévu l'amendement gouvernemental adopté à l'Assemblée nationale sur ce point. L'employeur prendra alors en charge l'intégralité de la rémunération d'experts. C'est donc un avis défavorable de la Commission. Merci, Madame la Ministre. Avis défavorable, je crois que je me suis déjà expliqué. Donc je mets aux voix l'amendement 35 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement de la Commission, le 196, monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, cet amendement rétablit une exception à la règle selon laquelle le conseil d'entreprise négociera les accords d'entreprise qui figuraient dans l'ordonnance d'origine, mais a été supprimé par l'ordonnance 6. Or, certains accords sont soumis à des règles de validité spécifiques, notamment d'unanimité, qu'il convient de préserver. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, en fait, je n'ai pas bien compris l'amendement de la Commission, parce que ça revient à détruire le conseil d'entreprise. La différence entre un comité social et économique et un conseil d'entreprise, c'est justement la capacité de négocier sur tous les sujets de conseil d'entreprise. Donc, et à partir du moment où la fonction de délégué syndical, au sens du pouvoir de négociation en complément des autres qui avaient un pouvoir d'information, consultation, se retrouve dans le conseil d'entreprise, c'est évidemment cette instance qui a le pouvoir de négocier sur l'ensemble de sujets et qui est compétent pour négocier avec les règles de majorité habituelles. Mais qui sera compétent pour négocier. Donc votre amendement revient à supprimer la différence finalement entre comité social et économique et conseil d'entreprise. Donc je suggérerais un retrait parce que je pense que c'est une mauvaise compréhension entre nous. Monsieur le rapporteur, il est retiré. Donc l'amendement 196 est retiré. Donc je mets aux voix l'article 4. On en a fini avec la discussion des amendements. Sur l'article 4, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà donc pour la ratification de ces ordonnances réformant le Code du travail. Je vous rappelle que les sénateurs ont adopté mercredi les 5 ordonnances sur le renforcement du dialogue social. Le Sénat, bien sûr, a facilement ratifié ces ordonnances. La Commission des affaires sociales approuvant résolument la philosophie de cette réforme qui s'inscrit dans la lignée des travaux conduits par la majorité sénatoriale depuis 2014. Ce sont les mots du président de la Commission des affaires sociales, le sénateur Les Républicains, Alain Milon. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a elle défendu les principales mesures, notamment l'inversion de la hiérarchie des normes, le plafond des indemnités prud'homales, la fusion des instances représentant le personnel, ainsi que les ruptures conventionnelles collectives. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.